Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter ce projet qui a commencé en août 2021. Donc, analyse croisée des réparations d'ouvrages en béton armé transdomaine, projet Acrobat. Donc, je vais parler d'abord du contexte et des enjeux. Concernant le béton, la principale pathologie, c'est la corrosion des armatures, qui peut être induite par la carbonatation du béton, mais également avec la présence des ions chlorure. Concernant les ouvrages d'art, les ponts en béton, sur le réseau routier national en 2017, on a 12 250 ponts. 75% ont une surface en béton armé ou précontraint, et dont l'âge varie entre 35 et 45 ans. Concernant les monuments historiques, en 2021, on comptait 950 monuments inscrits ou classés qui contiennent du béton, et dont les plus anciens remontent au 19e siècle. Donc, l'enjeu, c'est d'anticiper l'évolution de la corrosion et d'assurer la pérennité de ces restaurations et des réparations. Donc c'est un enjeu économique, évidemment, puisqu'il y a des coûts de travaux qui peuvent être considérables. Et puis il y a un enjeu culturel, puisqu'on a des pertes irrémédiables du matériau d'origine dans les monuments. Donc l'idée de ce projet, c'était de croiser des expériences de deux domaines assez différents. Donc d'abord les monuments historiques, avec la technique du patch repair, c'est-à-dire réparation par agréage. C'est la technique de réparation qui est la plus courante, qui consiste en fait à réparer le béton altéré avec un nouveau mortier ou un béton de réparation, après une purge et un nettoyage des armatures. Donc on a une durabilité qui est assez variable selon les cas, qui est parfois très faible, et on a encore les causes des échecs et des succès à explorer. On a des retours d'expérience qu'on va mener ici et qu'on est en cours. Donc sur l'église Notre-Dame du Rincy et l'église Saint-Joseph au Havre. Et cette partie du programme s'inscrit dans la continuité d'un programme précédent qui s'appelle PEPS, dont je vais un peu détailler la suite. Le deuxième domaine, c'est une autre solution, la protection cathodique par courant imposé, ou PCCI, qui consiste en fait à abaisser le potentiel électrochimique des armatures vers une valeur seuil afin de limiter la corrosion, voire de la stopper complètement. Donc ça consiste à polariser les armatures avec des anodes qui sont installés de façon permanente dans le béton. Ici, vous voyez un schéma où on a connecté l'armature à une source de courant et on a implanté des anodes, et ainsi on maintient un potentiel dans les armatures qui les protège. Donc il y a des avantages, ça permet de conserver le béton, qui est même contaminé aux ions chlorure, mais qui reste évidemment physiquement sain, sans fissure. Et c'est une solution qui est très efficace, même sur des bétons qui contiennent beaucoup de chlorure. Par contre, on a des contraintes, il faut dimensionner le courant, le nombre d'anodes, les surfaces, etc. par un personnel certifié, qualifié. Une mise en œuvre qui doit être rigoureuse, et des installations électriques, un système de contrôle qui doit être laissé en permanence fonctionnel sur l'ouvrage. Donc avec la nécessité d'un suivi régulier. Au niveau des mesures de corrosion que l'on peut faire dans un contexte plus classique, notamment même dans les monuments historiques, ce que l'on fait actuellement, c'est des mesures de résistivité du béton, de cartographie de potentiel, des mesures de résistance de polarisation. Mais à chaque fois, ce sont des limites qui sont ponctuelles. On fait dans l'instantané, on vient sur place avec nos appareils, on fait les mesures. Donc c'est des données qui peuvent être évolutives en fonction des conditions, du climat, du vieillissement du béton. Donc ce qu'on aimerait développer, c'est plutôt anticiper et suivre cette corrosion en continu. Donc avec le développement de capteurs d'alerte et des systèmes d'acquisition qui puissent être interrogeables à distance. Donc des outils de monitoring pérennes à développer. Donc les deux principaux objectifs du programme, c'est d'abord au niveau de la restauration-réparation, c'est croiser les expériences des deux domaines, qui ont des enjeux et des approches un peu différentes avec les monuments historiques et les ouvrages d'art en béton armé, en se fondant sur le retour d'expérience de différents exemples. Il s'agit de participer, de partager, d'optimiser les stratégies de pratique de restauration-réparation et répondre aux enjeux. Et puis, deuxième partie, c'est explorer de nouvelles pistes pour les capteurs d'alerte et les systèmes d'acquisition interrogeables à distance, et développer un savoir-faire commun à la Commue et disposer de systèmes pérennes. Donc les partenaires du projet, concernant les monuments historiques, c'est le laboratoire de recherche des monuments historiques à Champs-sur-Marne, le LRMH, avec Elisabeth Marie-Victoire qui est le porteur du projet côté LRMH. On a côté corrosion et protection cathodique, le partenaire c'est l'UGE, l'Université Gustave Eiffel, et plus précisément le laboratoire expérimentation et modélisation pour le génie civil et urbain, avec Véronique Bouteiller qui est coporteur du projet. Et enfin l'initiation de coopération avec l'ESSI et Paris, avec 2 stages qui sont en développement pour les capteurs, avec Gaël Lissorg qui est responsable de cette partie-là. Donc je vous ai parlé du projet PEPS rapidement.
Mais en fait, c'est un projet qui a commencé en 2018 et on a déjà mené certains retours d'expérience selon un protocole qui a été développé avec les partenaires. Donc PEPS, c'est un programme qui veut dire Performance Evaluation of Patch Repairs on Historic Concrete Structures. C'est donc l'évaluation des patchs sur les monuments historiques internationaux, puisqu'on a des partenaires qui sont le Getty Conservation Institute, GCI, et Historic England, donc aux États-Unis et en Angleterre. Donc on a différentes caractéristiques qu'on souhaite évaluer sur site, avec différents paramètres, différents essais. Bon, ça va de la température, l'humidité, couleur, dureté de surface, et jusqu'aux méthodes électrochimiques. On a également dans le protocole d'évaluation une grosse partie qui consiste à la recherche documentaire sur les restaurations qui ont été faites. Et c'est à chaque fois des précieuses sources d'informations qui nous permettent de comprendre la durabilité des réparations. Et là, on fait intervenir différents partenaires, différentes aides, différents organismes. Ça va des DRAC, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire qui nous ont beaucoup aidés, les municipalités qui sont souvent les propriétaires de certains ouvrages, les cabinets d'architectes, la Fondation Le Corbusier pour les sites concernés par l'architecte, des entreprises de travaux qui ont effectué les réparations, restaurations, les fabricants de produits aussi qui sont parfois très impliqués dans les travaux, et les centres de ressources du LRMH. Donc je vais vous citer les exemples et les deux projets qu'on a menés durant le projet. Donc deux églises qui ont été construites par le même architecte, à 30 ans d'écart, dans deux environnements assez différents, avec deux approches de restauration qui ont été réalisées assez différentes. Donc d'abord l'église Notre-Dame de la Consolation en région parisienne, au Raincy. L'architecte c'est Auguste Perret, et date de construction 1922-1923. On a eu une restauration en 91 avec un béton de restauration hors forain, c'est-à-dire on essaye de reproduire à l'identique ou le plus proche possible le béton d'origine. On a utilisé les mêmes granulats, mais avec des liants modernes, avec du ciment et des ajouts de polymères, notamment du latex. Donc ici vous avez une image de l'église. Deuxième cas d'étude, c'est l'église Saint-Joseph, toujours d'Auguste Perret, et cette fois construite en 1951-1957, avec une restauration qui a eu lieu en 2003 et en 2005, avec une réparation en bicouche. On a d'abord mis un mortier industriel prêt à l'emploi, donc avec anti-retrait, fibré, assez différent du béton d'origine, et on a mis en surface un béton de parement. Formulé selon un nuancier, on avait, selon l'esthétique recherchée, une centaine de nuances possibles. Et enfin, on a appliqué sur la structure des inhibiteurs de corrosion et un hydrofuge. Donc ici, je vais vous parler un peu en quelques exemples sur l'église Notre-Dame de Raincy. Ici, vous voyez un patch de réparation. On commence évidemment avec la cartographie des désordres les plus visibles, donc les fissures, les décollements. Ensuite, on mène des mesures de couleur, des mesures de dureté superficielle. Ici, on peut voir dans le premier graphique les différences de couleur que l'on mesure entre le patch de réparation et le béton originel. Donc on voit que pour le patch numéro 2, par exemple, on a des grosses différences qui sont visibles. Mais pour les autres patchs, on a une différence qui est visible, mais qui est néanmoins qui peut être acceptable pour un monument, notamment dans les parties les plus hautes et assez éloignées du sol. On compare aussi les duretés, des caractéristiques mécaniques. Ici, on voit qu'il y a une hétérogénéité sur chaque zone, même au sein d'une même réparation et au sein du béton d'origine. Et donc, les différences qu'on peut voir entre le patch et la réparation et le béton d'origine ne sont pas significatives. Au niveau des armatures, ce qui est très important pour nous, c'est de les repérer, de mesurer l'enrobage, c'est-à-dire leur profondeur dans le béton. Ça nous permet de comprendre si elles sont très exposées à l'environnement, à la carbonisation, aux chlorures, ou si au contraire elles sont très profondes et à l'abri. Donc ici on compare avec les différentes mesures, on voit une assez forte hétérogénéité ici, entre les différents patchs, les différentes zones. Et enfin, une fois qu'on a repéré les armatures, on fait des petites cartographies de potentiel, où on peut ici mettre en évidence avec les zones les plus électronégatives, les parties qui sont le plus susceptibles d'être en corrosion. Donc ici ça correspond la zone la plus rouge, ici, au niveau de l'armature, proche d'une épaufrure, donc c'est assez cohérent avec toutes les mesures que l'on fait, où il y a vraisemblablement une corrosion peut-être limitée, mais qui est quand même en cours, qui est possiblement en cours en dessous. Et une autre mesure électrochimique, c'est la mesure de résistance de polarisation, où on peut estimer le courant de corrosion. Alors ici, on voit qu'il y a un niveau qui est soit faible, soit négligeable, donc c'est assez rassurant tout de même. Mais le problème, c'est qu'on a ce type de mesure qui est extrêmement sensible aux conditions environnementales, la température et l'humidité. Si on est sur un béton complètement sec, on ne va rien mesurer, on va penser qu'il ne se passe rien.
mais si ça se trouve en hiver, après une pluie, la corrosion peut reprendre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mesures en continu ou au moins régulières dans différentes conditions. Donc en conclusion, pour l'église de Notre-Dame du Raincy, on a un béton de restauration forain à l'identique. On a des différences esthétiques visibles, mais qui sont quand même limitées dans la plupart des cas. Le béton d'origine, on voit qu'il est carbonaté sur 2 cm, voire 5,5 cm, donc assez conséquent, avec une pollution de sulfate en surface et en subsurface. Le matériau de réparation, il est moins poreux que le béton d'origine, et il est plus rigide. Donc on a peu de pathologies dans les patchs. Les principales zones dégradées en fait sont dans les zones du béton d'origine à l'interface. Donc il y a peu de corrosion qui est visible. Donc ce qu'on conclut, c'est qu'on a des zones d'épaufrure qui sont peut-être liées à la rigidité excessive du matériau de réparation et peut-être des reprises de corrosion partielles à cause de ces épaufrures. Mais on a globalement sur l'édifice une bonne durabilité globale pour un patch surtout qui a plus de 30 ans. Concernant l'église de Saint-Joseph du Havre, donc on a une réparation en bicouche avec inhibiteur de corrosion et des hydrofuges. On a une excellente compatibilité esthétique. Même nous, le nez sur le patch, on avait du mal à différencier la zone d'origine de la zone de réparation. On a peu de pathologies visibles et on a une très faible absorption d'eau. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'hydrofuge ou l'effet du mortier industriel? Donc, mais en tout cas, on a une très bonne durabilité des réparations pour une période de 15 ans. Donc, ça, c'était les premiers retours d'expérience sur les monuments historiques. On a mené ensuite la retour d'expérience sur la protection cathodique sur le viaduc de Saint-Cloud, qui est un ouvrage autoroutier, où passe la 13, entre Saint-Cloud et Boulogne, avec 120 véhicules jour. Donc c'est complètement un autre contexte. Construit entre 1972 et 1974, béton armé et béton précontraint, avec en poutre caisson 3 alvéoles, comme vous pouvez le voir sur ce document ici à gauche. Et il fait 1 km 100 avec 498 voussoirs. Donc c'est un ouvrage assez conséquent. Au niveau des pathologies, on a beaucoup de chlorure, au-delà du premier lit d'armature. Donc la cause, c'est le ruissellement des eaux qui ont été chargées avec les sels de déverglaçage, qui ont chargé en chlore, qui ont ruisselé le long des parois du viaduc et qui l'ont contaminé au chlorure. Donc la solution qui a été retenue, c'est la protection cathodique par courant imposé. C'était la seule solution pour arrêter la corrosion, tout en limitant les purges, puisqu'on avait des zones chlorurées un peu partout. Ça a permis de réduire les coûts, le temps des travaux et aussi la gêne, parce qu'on est quand même en zone urbaine, donc l'hydrodémolition c'est extrêmement bruyant, ça se fait de nuit, donc c'est complexe et ça peut aussi nécessiter l'interruption du trafic. Donc ici, la protection cathodique c'était vraiment la solution privilégiée. Il y a eu un chantier pilote en 2012-2013 sur une petite zone, pour bien dimensionner au niveau général de l'ouvrage, pour bien comprendre les dimensionnements, les problématiques, l'hétérogénéité des matériaux, et valider la solution technique. Et ensuite, il y a eu un chantier de réparation sur l'ensemble en 2015. Donc le retour d'expérience est fait en étroite collaboration avec la direction des routes d'Île-de-France, la DERIF, et l'entreprise Fesriné, l'entreprise qui a mis en place la PCCI et qui réalise son suivi. Alors ils nous ont permis d'accéder au site, de visiter, d'accéder à tous leurs documents. Ça va des plans de ferraillage, l'historique, les dimensionnements, toutes les données des campagnes de réparation. Donc on a le diagnostic qui a été effectué avec les dosages en chlorure, tous les ouvrages, les DOE, les fiches techniques des matériaux de réparation utilisés. L'entreprise Fraissinet nous a donné tous les plans d'implantation des anodes, des sondes de référence, toutes les notes de calcul et les rapports, et des données de suivi de la protection cathodique qui suivent toutes les 6 heures, donc tension, courant, la mesure des sondes. Et c'est la collaboration et les échanges sur ces problématiques particulières qui ont bien nourri le projet. Donc la PCCI en elle-même, c'est 44 359 anodes forées sur les bracons du viaduc, par l'intérieur du viaduc et par l'extérieur. Il y a eu un découpage en 365 zones anodiques différentes et 738 sondes ERE20, donc des électrodes de référence qui nous permettent de mesurer les potentiels proches des armatures. Et ce qui est primordial dans une protection cathodique par courant imposé, c'est le suivi et le contrôle. Il y a une vérification mensuelle. Alors selon la norme, c'est le critère B qui a été retenu. C'est-à-dire, quand on coupe le courant, on doit obtenir une dépolarisation à 24 heures de moins 100 mV. Donc c'est le critère principal pour vérifier que la protection fonctionne. On doit évidemment vérifier que le potentiel n'est pas trop négatif et doit rester supérieur à 950 mV. Donc tout ce suivi permet de rester dans une bonne fourchette au-dessus de 950 mV de polarisation, tout en maintenant le critère B. Et on ajuste en conséquence le courant dans chacune des zones indépendamment. Donc ici vous voyez l'intérieur du voussoir où il y a eu les anodes forées.
Ici, à côté, c'est l'accès à connexion à l'armature. Toutes les armatures sont connectées. Et l'implantation des anodes qui sont forées et placées dans le béton. Et des sondes qui sont placées près des armatures pour mesurer leur potentiel. Donc, en synthèse, on n'a aucun potentiel acier-béton qui a une valeur inférieure limite au potentiel de référence. Donc, on n'a pas de risque de fragilisation des aciers. On a le critère B qui est atteint dans la plupart des zones, 96,2%. Donc, on a une protection des aciers sur la plupart des zones. Ce qu'on a pu observer en traitant les données, c'est qu'on a le niveau de dégradation initiale qui influence la demande en courant de protection. Pour faire simple, plus on a eu de chlorure sur une zone, plus les aciers ont été corrodés, et plus on a nécessité d'injecter un courant de corrosion important pour atteindre le critère B. On a également l'influence de la température, qui influence la résistivité du béton, et qui du coup nécessite d'adapter à chaque fois la tension du système tout au cours de l'année. Ça peut varier du simple au double entre l'été et l'hiver. Donc on doit avoir un système assez robuste pour pallier à toutes ces variations. On a aussi une corrélation entre les zones les moins résistives et les zones qui nécessitent le plus de courant de corrosion. Donc là aussi, c'est des questions qu'on aimerait creuser un peu plus par la suite. Et on a mis en évidence l'importance de bien concevoir cette protection, puisqu'on a des zones anodiques qui peuvent être hétérogènes, soit très résistives, très chlorurées, ou au contraire où il ne se passe quasiment rien. Et on doit dimensionner les zones et le matériel en fonction de toutes ces hétérogénéités et de toutes ces variations. Donc d'où l'importance de l'essai pilote qui a eu lieu, qui a permis de valider et de tout dimensionner correctement. Donc en synthèse globale et comparaison des deux approches, pour les monuments historiques, consiste à traiter la corrosion en préservant l'aspect, la texture et la couleur. On a la nécessité de compétences et de coopération de tous les acteurs, avec la grande qualité du diagnostic qui est nécessaire pour connaître bien les causes des pathologies, l'environnement, les contaminants potentiels, la délimitation des zones altérées. On a des purges qui doivent être limitées, mais notamment purger toutes les zones contaminées. Nettoyage des aciers qui est importante et la préparation des surfaces. Utilisation de matériaux qui sont compatibles à tous les niveaux, esthétiques, mécaniques, chimiques, électrochimiques, etc. Et une main-d'œuvre qui doit être compétente et suivie. Et c'est une possibilité de solution relativement durable et esthétique dans certains cas, quand c'est bien fait. Concernant les ouvrages d'art et la PCCI, il s'agit principalement de maintenir l'ouvrage en fonctionnement, avec un minimum d'impact sur la circulation et les riverains. Donc on a également la nécessité de compétences et de coopération de tous les acteurs, c'est toujours la solution qui marche. Donc avec une qualité du diagnostic, ici pour la pollution aux ions chlorure, qui est fondamentale pour bien dimensionner la protection, la résistivité des matériaux, la localisation des parties métalliques à protéger ou qui peuvent créer des courts-circuits, la prise en compte de la variabilité des conditions environnementales, la prise en compte de l'hétérogénéité de la structure, une main-d'œuvre compétente, toujours, et un suivi et contrôle des travaux du fonctionnement de la PCCI. Donc c'est fondamental de suivre le contrôle pour ce genre de réparation tout au long de la durée de vie de l'ouvrage. Donc c'est une solution qui peut être invasive puisqu'on a beaucoup de forage, des câblages, mais qui est pérenne. Et on a des projets constatés dans l'implantation dans le contexte des monuments historiques. On a plusieurs éléments historiques qui ont été protégés avec cette technique et avec une assez bonne intégration esthétique. Les Halles du Boulingrin par exemple ou la Villa 1027. Donc en perspective, on a une collaboration qui est initiée avec l'ESIer pour le développement d'une nouvelle génération de capteurs et de systèmes d'acquisition. On a la poursuite des analyses sur prélèvement à l'église Saint-Joseph du Havre. On a également la poursuite du traitement des données de la PCCI au viaduc de Saint-Cloud, avec l'évolution des demandes en courant qui peut être intéressante, l'évolution de la résistivité sur le long terme, en essayant de s'affranchir des effets de température, l'estimation des résistances anodiques, etc. Différentes thématiques intéressantes. Et on va partager tous ces retours d'expérience dans le cadre du projet international PEPS avec les Américains et les Anglais. Et puis on va mener dans 2 semaines une opération de communication à la Concrete Solution à Leeds en Angleterre et également rédiger un article concernant la PCCI. Donc je tiens à remercier les partenaires du projet, donc la Commune Paris-Est qui a évidemment financé l'étude, l'Université Gustave Eiffel, l'ESIer, et puis pour les différentes parties du projet, les partenaires de PEPS, et pour chaque site, la contribution de tous les acteurs qui nous a permis de réaliser à bien toutes nos interventions. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions.